Bonsoir à tous, on se retrouve pour cette dernière en direct du salon Nos quartiers ont des talents. Alors tout au long de la journée, vous nous avez suivis, on a vu des candidats, des parrains, mais aussi des ministres qui ont fait le déplacement pour venir rencontrer ces entreprises qui ont mis à contribution leurs salariés à disposition de candidats à la recherche d'emploi, des candidats venus de quartiers défavorisés et pour lesquels le soutien effectivement de ces ministres et de ces candidats est précieux aujourd'hui. Avec moi ce soir pour cette dernière interview, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent. Alors vous avez déambulé, vous avez rencontré des candidats, des parrains, vous avez été coaché. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ces quelques instants avec nous? Bon, je retiens d'abord la très grande utilité de cette démarche. On a besoin d'avoir une puissance collective au service de chacune des personnes qui sont dans cette situation, de chercher un travail au moment où en général on vient de finir ses études et où on est dans cette situation où on se demande si on va trouver sa place dans la société. Et c'est particulièrement vrai quand on vient d'un quartier défavorisé et qu'on n'a pas de réseau professionnel, de réseau personnel. On a besoin d'être accompagné pour garder confiance en soi et puis pour trouver des solutions concrètes. Donc c'est extrêmement utile de faire cela. Et donc ça fait longtemps que j'encourage Nos quartiers ont du talent, mais je le fais avec encore plus de force aujourd'hui parce que je vois la très belle énergie qui se déploie ici au service de chacun des jeunes qui viennent ici. Alors, s'agissant d'emploi et particulièrement d'orientation, les conseillers d'orientation, ou plutôt le conseil d'orientation est souvent un sujet décrié, pointé du doigt. Votre appréciation sur cette question épineuse? Je pense que c'est un sujet qu'on doit voir avec subtilité. On doit se garder des caricatures. Je sais qu'on dit parfois du mal des conseillers d'orientation. Je ne sais pas ce que je fais. Je pense simplement que l'orientation est de la responsabilité de tous et que les conseillers d'orientation doivent être un petit peu les chefs de file d'un travail très collectif en matière d'orientation. Parce que l'information et l'orientation, en réalité, ça commence dès l'âge du collège par tout ce que les adultes qui environnent l'enfant ou l'adolescent disent sur le futur, sur ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, sur ce qui se passe dans les métiers. Et ça relève pas seulement du conseiller d'orientation, ça relève des professeurs, ça relève de l'environnement général. Et donc, c'est l'ensemble du système éducatif, au sens large, qui doit se mobiliser autour du jeune pour, année après année, imprégner d'informations, d'éléments pour comprendre le monde qui nous entoure et pour aider le jeune à se projeter dans le futur. Dans un monde où, de plus en plus, on se formera tout au long de la vie et où les choses ne sont jamais définitives et où donc il faut accepter des essais, des erreurs, etc. Donc, le conseiller d'orientation ne peut pas être une personne magique intervenant dans un instant magique. C'est forcément une personne avec d'autres personnes intervenant non pas à un moment donné, mais tout au long du parcours du jeune. Il y a un autre aspect aussi que parfois les jeunes, voire même les parents pointent du doigt, c'est celui de l'apprentissage de l'anglais. On sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est totalement indispensable, surtout pour les entreprises qui se déploient à l'international. Trop peu d'élèves sortent avec un niveau assez satisfaisant. Est-ce que pour vous, il y a des initiatives qui peuvent mettre en place pour améliorer finalement ce niveau globalement? Oui, j'ai d'ailleurs demandé un rapport sur cette question il y a plusieurs mois, qui m'a été rendu il y a quelques semaines par Alex Taylor et Chantal Manès, qui va m'amener à proposer un véritable plan pour les langues vivantes en France, et qui passe notamment par le renforcement de la première langue vivante, qui la plupart du temps sera l'anglais, dès l'école primaire. Il y a déjà des réalités qui ont progressé en la matière depuis une vingtaine d'années, mais on doit maintenant passer à l'étage supérieur, si je puis dire, au travers de différents moyens que je préciserai dans peu de temps. Mais bien entendu, nous devons nous sensibiliser là-dessus. Nous devons gagner un peu de confiance en nous-mêmes, nous, la France, parce qu'on est toujours persuadé qu'on est mauvais en langue, et à force de le penser, on entretient cette réalité. Et je voudrais qu'on passe à une nouvelle étape mentale, en quelque sorte, où par l'usage de certaines techniques, mais aussi par de nouvelles manières d'être organisés, nous prenions confiance en nous-mêmes et que nous ne considérions pas comme une fatalité que nous soyons faibles en langue vivante. Et donc, c'est quelque chose qui va fortement évoluer dans les prochaines années. On va terminer sur une note positive. Est-ce que, en tant que ministre, il vous arrive de scruter finalement ce qui se passe dans d'autres pays et d'avoir envie de dupliquer quelques initiatives en France? Je pense notamment à la Finlande, par exemple. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai souvent affirmé. Je dis toujours que nous devons établir nos politiques publiques sur la base de 3 références qui sont les comparaisons internationales, la science, puisque les différentes sciences nous aident à progresser dans nos visions de l'éducation. L'exemple type, c'est les sciences cognitives qui progressent beaucoup et qui nous disent beaucoup de choses sur les mécanismes d'apprentissage. Et puis aussi l'expérience et l'expérimentation, c'est-à-dire faire des choses à petite échelle
les évaluer, les tester et en fonction de ça, ensuite les développer. Et donc sur le premier point qui est la comparaison internationale, nous devons faire ça. Et je le fais. Pas plus tard que ce matin, j'étais à une grande conférence internationale que nous avons organisée avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'État au handicap, sur l'inclusion des élèves handicapés, pour nous inspirer par exemple de l'exemple du Danemark, de celui du Portugal, du Canada, de l'Italie, qui font des choses très intéressantes en matière de scolarisation des élèves handicapés. Donc oui, nous pouvons progresser. Chaque pays a ses particularités. La France a de très belles particularités et on doit les garder. Mais on peut progresser sur la base de nos particularités par l'inspiration internationale. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette journée en direct. On rappelle, nos quartiers ont des talents, donc une association. Si vous êtes parrain, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous êtes candidat, n'hésitez pas à nous faire confiance. Et on se retrouve bien évidemment l'année prochaine pour le même événement. À bientôt.